Salut à toutes les mardis et à tous les mardis, vous êtes bien sûr Mardi. Comme vous avez pu l'entendre à cette deuxième voix grave, à part la mienne, cette semaine, on accueille un invité spécial, un invité mystère. Salut Alec Fakchek. Bonjour. Et oui, revenu du Guatemala dans une quête de la vérité, dans un pèlerinage à la recherche du vrai. Totalement vrai. Alec Fakchek est revenu. Absolument vrai. Voilà. On a profité de sa présence et de l'absence de Juliette et Bulle qui sont parties elles-mêmes dans un pèlerinage et qui reviendront pleines de réponses nouvelles et de questions nouvelles aussi. Absolument vrai. Ça nous fait extrêmement plaisir d'accueillir Alec aujourd'hui. Alec, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Si je m'appelle Alex, c'est qu'en fait mon père est turc et ma mère est grecque. Donc ça c'est quand même un contexte plutôt particulier, sachant que les Turcs et les Grecs ne s'entendent pas tout le temps très bien. Hmm. Mais heureusement, l'aspect culinaire de leur relation les a mis sur un point d'accord, et je dirais même un point d'harmonie féconde. C'est très très vrai, c'est très très vrai. Quelle belle description de soi vous nous avez fourni, Alec. C'est véridique. Je vous vois ou je vous tutoie? Tu peux me tutoyer. Tu peux me tutoyer, très bien. Bon, on parle là-dessus, Alec Fakchek. Mm. Ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui. Alors évidemment, on ne pouvait pas accueillir le grand, le majestueux Alec Fakchek aujourd'hui sans poser la question principale. On peut dire la quête de ton existence, Exactement. qui n'est autre que La vérité. est-elle Nécessaire. la vérité est-elle nécessaire? Merci Alec. Mm. Alors Alec, grand spécialiste de la question de la vérité. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la vérité? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on va l'entendre aujourd'hui? Parce que c'est un domaine bien vaste et on va pas faire le tour de la question comme vous vous en doutez. Ouais, Alors, c'est bien vrai, c'est bien vrai. qu'est-ce qu'on peut entendre par vérité? Je pense que déjà la vérité c'est une obsession qu'on a tous. Donc déjà on a utilisé ce mot pas mal de fois depuis le début de l'émission. C'est quelque chose qui nous guide, c'est quelque chose qui nous repère dans notre vie. C'est un grand repère pour nous, je pense. Et pourtant on aurait du mal à le définir. Hmm. Vérité C'est scientifique, très, très vrai, c'est vérité particulièrement artistique, vérité personnelle, subjective, objective, circonstancielle, etc. C'est un vaste sujet qui est rien d'autre que ma spécialité. Il faut bien. On reconnaît là le spécialiste avec une énumération dans laquelle on se perd quelque peu. Exactement. Je vais pas Mais, faire appel à tout votre savoir-faire, à tout ton savoir-faire. Mais en tout cas, voilà, si je peux dire, je pense que la vérité est un concept à la fois très clair, donc avec des idées comme la certitude, c'est ce petit éclair de génie qu'on a de temps en temps, Hmm. Eureka, si je Eureka, peux dire, ouais, tout à fait. et quelque chose aussi de très obscur, ce principe dans les choses qui les fait naître, qui les fait croître, comme les plantes, dirais-je. C'est particulièrement intéressant déjà, Alec Fakchek. Tu es d'une pertinence et d'une fécondité, si je peux me permettre. Oui, vous pouvez reprendre le mot. D'accord. Euh, alors, aujourd'hui, on va donc parler de la vérité, avec un sens parfois assez métaphysique, qu'il s'agisse d'une vérité claire ou obscure, comme l'a défini Alec Fakchek, mais j'aimerais inclure aussi un autre aspect dans ce terme, Mhm. qui est celui de l'information, tout bêtement, Information. au sens où on l'entend, c'est-à-dire avoir des connaissances sur le monde qui nous entoure, savoir ce qu'il se passe et vérifier aussi Mm. ces connaissances. Mm. Je pense que c'est quelque chose qui te tient très à cœur, Alec Fakchek, en tant que grand fact-checker. Bien sûr. C'est-à-dire que l'information, à première vue, on pourrait se dire qu'il y a le mot forme à l'intérieur de l'information. Donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de. C'est par là qu'on se forme, c'est formateur, Mhm. dirais-je, l'information. On a besoin de se référer à des faits pour guider notre réflexion, pour nous appuyer dans nos réflexions, pour former nos réflexions, si je peux dire. Puis-je le dire? Alors, est-ce que c'est si important que ça, les faits, pour Les guider faits. notre réflexion? Pourquoi cette obsession pour les faits? Pourquoi cette obsession pour les faits? Parce que, comme je l'ai dit, je pense que les faits sont des briques, sont des briques solides qui permettent une sorte d'installation, une installation stable dans laquelle
laquelle on pourra ensuite, par notre réflexion, se faufiler comme un courant d'air et, et, et avoir des idées créatrices. D'accord, donc les faits aideraient à Mm. avoir des idées créatrices. Mm. Alors, pourquoi? Parce que vivre dans l'obscurité ou ne pas savoir exactement ce qui se passe, Mhm. ce serait quoi? Ce serait aliénant? Ça nous bloquerait Oui, c'est ça, on finirait par soit répéter tout le temps les mêmes choses, soit être obsédé. Euh, Ce qui est bien avec les faits, c'est qu'on peut toujours en trouver des nouveaux. Il y a toujours des nouveaux faits à trouver. Donc ils permettent aussi de relancer la réflexion tout le temps, de se réinterroger. Et oui, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est ton obsession, encore une fois, que de vérifier un fait, d'obtenir l'absolue vérité à propos d'un fait? Mais c'est une question très complexe, ma foi. Je ne pense pas qu'on. C'est une question très complexe. C'est-à-dire que moi, dans mon travail de fact-checker, ce que je fais, dans le sens du verbe faire, cette fois, Mhm. C'est très fin. C'est très bref. c'est que je vérifie sur Internet si, si les propos qu'ont les participants à la discussion sont en effet, ont une certaine valeur de vérité, en tout cas. Une Mhm. certaine valeur de vérité. Si en tout cas, dans la façon dont elles ont été dites, elles peuvent être vérifiées. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur un plan de vérité objective totale, parce que ça, c'est encore une autre question, très complexe. Mais au moins, un plan secondaire, je dirais, au point de la vérité, en termes de valeur de vérité, Mhm. un degré de vérité peut-être. Euh, Quand par exemple on dit un chiffre, vérifier un chiffre, c'est pas se poser la question de est-ce que c'est bien de dire un chiffre, est-ce que c'est en phase avec la réalité, mais c'est au moins, voilà, un chiffre a été prononcé, est-ce que au moins le chiffre est vrai dans le monde des chiffres, Mhm. déjà D'accord. une première chose. D'accord. Alors, je suis assez curieux, comment tu fais pour vérifier ces faits? Est-ce que tu as des outils particuliers? Est-ce que tu as des techniques, une méthodologie peut-être que tu pourrais nous donner pour les apprentis fact-checkers, les fact-checkers en herbe, Bien sûr. comme on dit, qui nous écoutent? Alors c'est pas très compliqué, hein, ça tout le monde peut le faire. Donc Oh, j'utilise un, belle preuve d'humilité de ta part, Alex Fact-check. j'utilise On un, connaît la difficulté de ton métier. En fait, il y a une première étape qui passe par le moteur de recherche, la saisie de mots-clés dans ce moteur de recherche, et ensuite la sélection des liens, euh, les sources qui vont. Les sources qui se valent, quoi, les sources légitimes, les sources qui possèdent un certain degré de confiance, soit on leur fait confiance. Pourquoi on leur fait confiance? Par exemple, À quelle source on peut faire confiance et à quelle autre on ne peut pas faire confiance? hum, il y a quand même quelque chose de. Dans les sites connus, on a plus tendance à faire confiance, quand même. Genre un grand journal, par exemple, Le Monde. Journal Le Monde, moi je fais confiance personnellement. Euh, Après, un journal, par exemple, a tendance un peu trop subjective, trop politisée. J'aurais peut-être un peu moins tendance à faire confiance. Mais tout ce qui est site d'information qui se veut neutre, plus ou moins neutre, même si c'est impossible, mais qui se veut au moins neutre, on peut se dire qu'il y a déjà un degré de vérité un peu plus haut. Donc disons une neutralité idéologique C'est ça. couplée à une forme d'institution quand même, un site qui serait une forme Voilà. d'institution reconnue, Exactement. connue et reconnue. Exactement. D'accord. Même si par exemple c'est financé par des fonds privés, ça n'altère pas par exemple la valeur de vérité à accorder au dit site. Eh bien, moi je ne pense pas. Je ne pense pas sur. À propos des faits, quoi. À propos par exemple, des chiffres, à propos des dates, déjà. Là, c'est des choses quand même qui sont plus ou moins stables. Qui... Et après, ça n'engage pas.
ça ne veut rien dire sur le fait que moi je suis d'accord avec le fait de dire des chiffres, par exemple, ni même de dire des dates. Carrément. Mais en tout cas, je pense que la subjectivité, elle n'intervient pas forcément là. Elle intervient par exemple sur le fait de dire ce chiffre-là plutôt qu'un autre. Hmm. D'accord. D'accord, très intéressant. Et donc, pourquoi vouloir vérifier? C'est-à-dire, en amont un petit peu des processus de vérification, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument vérifier ces chiffres, ces dates? Alors déjà, je pense que il y a un aspect psychologique à répondre à cette question. Euh, Moi, avec beaucoup d'êtres humains, il me semble, partageons cette obsession très humaine, cette manie de vouloir vérifier, de vouloir être sûr que la personne en face se fonde sur les bonnes bases pour sa réflexion. Et il y a aussi bien sûr un désir de titiller, de, de gratter un petit peu là où ça fait mal, de voir les petites fragilités. Hmm. Et en plus, c'est souvent très facile. On se trompe souvent quand on dit un fait, un chiffre, une date, euh, une définition, un énoncé d'une réforme, par exemple. On se trompe souvent quand on fait ça. Et il y a toujours un petit peu d'orgueil à rappeler, non moins sans aide d'un dictionnaire ou d'un moteur de recherche, de sites d'information. Donc ça, c'est l'aspect psychologique. Ouais. C'est ce qui peut-être te pousse à faire ça sur le plan voilà, psychologique. Sur un plan peut-être plus objectif, est-ce que c'est important de vérifier? Est-ce que c'est important de vérifier? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une certaine beauté ou une certaine élégance à maintenir la définition ou le chiffre ou la date telle qu'elle est, même si elle est fausse? Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine valeur de fausseté? Une valeur à la fausseté? Ou à l'erreur? C'est là où on commence déjà à rejoindre cette ambivalence dans la vérité entre clarté et obscurité. Pour moi, qui est très importante. Et je n'ai pas tranché sur la question. Parce que l'élégance, elle se trouve aussi des fois dans la simplicité d'un fait bien vérifié, absolument clair, bien vérifié. Des fois, ça fait du bien, ça peut rassurer même, ces petits faits. Comme des petites pierres lumineuses, des petites billes. Dans un sac. Exactement. Qu'on tiendrait comme ça. Exactement. Et qui permettent de se rattacher, de comprendre, de rassurer. Alors, de se rassurer. Dans un contexte par exemple politique, d'un débat télévisé, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les individus publics n'ont plus le droit à l'erreur? Qu'ils se font sanctionner immédiatement par des fact-checkers de haut niveau comme toi, Alec? Oui, c'est vrai qu'il y a des grandes instances de fact-checking qui sévissent. On connaît le Fact-Checking Institute? Bien sûr. Ouais. De la Columbia University. Tout à fait. Bien sûr. D'ailleurs, je passe le bonjour à mon collègue Bruno du service de fact-checking anthropologique. Bruno, avec qui, si tu es un mardi auditeur et que tu nous écoutes. Mais oui, à part ça, bon, c'est un constat sur notre société. Il y a un phénomène dans les débats télévisés, à la radio aussi, un petit peu dans toutes les instances où il y a expression publique. On ne peut plus parler, parler sans que d'autres personnes essayent de vérifier nos propos. Et là encore, je serais ambivalent. Donc là, si on entre dans le domaine des valeurs, est-ce que je trouve ça bien, est-ce que je trouve ça mal? Oui et non. Parce que je trouve ça bien dans le sens où des personnalités politiques ne peuvent pas manipuler les masses à coups de grands faits, de grands chiffres qui auraient valeur d'arguments d'autorité tout d'un coup, qui viendraient clore le débat et qui en plus de ça seraient faux. Moi, ça me dérange personnellement. Et on peut vous comprendre. Voilà. Te comprendre, pardon. Pas de souci. D'ailleurs, vous pouvez être aussi très ambivalent par rapport à mon appellation
me tutoyer Très bien, à une seconde et me vous voyez à l'instant d'après, il n'y a aucun souci. je vous prends au mot. Et Et c'est vrai que j'ai pu constater avec un mélange de satisfaction et d'effroi, durant certaines interventions publiques d'un homme politique à la télé, que une horde, pardonne-moi l'expression, de fact-checkers derrière leur ordinateur vérifiaient en permanence les faits et confrontaient cette personne à ses propres erreurs ou à sa propre solidité intellectuelle mhm, et rigueur mhm. en termes des faits. Est-ce que cette confrontation te semble intéressante? Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de cercle vicieux où le fait aurait moins de valeur en lui-même que simplement de savoir s'il était vrai ou faux? Mhm. Eh bien, Un homme politique est moins jugé par les faits qu'il donne que parce que ses faits sont vrais. mhm. Bah, c'est ça qui est, je pense, plutôt intéressant dans la façon dont sont faits les débats politiques ces dernières années, en tout cas en France. Euh, c'est que ces instances de fact-checking ont été totalement intégrées, la plupart du temps, aux émissions. Mm. On a souvent même des plans sur les gens en train de vérifier, des faits qui s'inscrivent en bas à droite ou en haut à gauche, des, des fact-checkers sur Twitter, des tweets qu'on voit de personnes qui sont en train de vérifier en live, etc., mais qui sont affichés. Live tweet. Exactement, et qui sont en live affichés sur l'écran dans l'émission, au sein de. C'est-à-dire que le fact-checking a été intégré totalement au rythme de l'émission, au même titre que le temps de parole, par exemple, qui est devenu très important, et comme tu le dis si bien, c'est devenu. C'est que l'émission elle-même essaye de nous donner des clés soi-disant objectives pour nous permettre d'évaluer l'émission en train de se faire et plus particulièrement l'authenticité des candidats ou non, des personnalités en train de s'exprimer. J'en profite pour rappeler que vous avez été un grand adepte du live tweet. Avant que tu ne partes dans plus de 200 000 tweets ce périple au Guatemala. Voilà, 200 000 tweets à ton actif, une communauté maintenant de 1 300 000 followers, ce qui n'est pas anodin. Si vous pouviez par ailleurs donner un petit coup de pouce à Mardi Madi, mais bon, je ne veux pas du tout vous forcer la main. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que cette question de la vérité vérifiée a envahi l'espace public et au contraire est demeuré en retrait pour l'espace privé? Est-ce que maintenant, dans l'espace public, on n'a plus le droit à l'erreur, mais dans l'espace privé, on a encore ce droit-là? Est-ce qu'on peut même parler d'un droit à l'erreur? Est-ce que c'est vraiment l'erreur qui vous intéresse ici? Le fait... Parce que je suis pas sûr que ça soit exactement dans le bon thème. Est-ce que c'est vraiment l'erreur, la question? Ce que je veux dire, c'est que la question que vous me posez là, ou que tu me poses ici, me fait plus penser à cette société du faux, société des apparences, société de la fake news, société de la post-vérité. Donc en même temps, cette ambivalence, encore une fois, entre une obsession de la vérité objective, du fait, soi-disant objectif bien sûr, et un monde où au final la vérité n'a absolument aucune importance, que ça soit dans les réseaux sociaux, où on peut totalement s'inventer une vie, se créer une vie de toutes pièces. Je pense aux Instagrammeuses et Instagrammeurs, bien sûr, qui nous écoutent. Mais vous faites bien, vous utilisez d'ailleurs le bon terme, vous parlez de régime de post-vérité, de fake news, et vous avez parlé précédemment de l'importance d'Internet pour vérifier les faits. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de donc, cette ambivalence d'Internet qui a à la fois instauré un régime de vérification, ou plutôt de falsification, et justement ce même Internet qui, peut-être selon vos mots, a instauré un régime d'inauthenticité ou de création de fake news, de fausseté. Est-ce que vous pensez que Internet
je reformule ma question en ces termes, est bénéfique à la vérité ou pas? Je dirais que Internet pose la question de la vérité, ou nous fait poser la question de la vérité. Euh, Peut-être justement dans le simple fait que Internet n'est rien d'autre qu'un espace, où la vérité est conçue comme collaborative, coopérative. Euh, on se rend mieux compte de la difficulté à définir la vérité comme totalement objective, et elle devient un petit peu une construction de nous tous les humains. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit dans l'encyclopédie Wikipédia, en fin de compte. La vérité est à construire. Mais aussi la vérité est totalement diffuse. On n'a plus trop de repères, on ne sait plus trop à qui se référer, des fois. On n'a plus autant d'instances pour nous dire ceci est vrai, ceci est faux, comme on avait Alors, avant, entre guillemets. Qu'on n'a plus autant d'instances ou qu'on a trop d'instances? On a trop d'instances. On a trop d'instances. Dans le sens où on n'a plus de repères, c'est ça que je voulais dire. On n'a plus de repères, on n'a plus de grandes figures pour nous dire cela est vrai, cela est faux. Que ça soit des figures religieuses, des figures politiques. Qui détient la vérité maintenant? Si elle est aussi diffuse. C'est donc la question que pose Internet aujourd'hui. Pour moi, oui. D'accord. Vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être obsédé par cette question de la vérité? Est-ce que pour vous, c'est important au point de vous remettre en question, personnellement, dans votre vie quotidienne, j'entends? Outre votre métier de fact-checker, est-ce que dans la vie privée, si je peux me permettre d'en parler, hein, arrêtez-moi tout de suite si... Allez-y. Très bien. Donc pas d'omerta sur la vie privée. Est-ce que c'est devenu une obsession? Est-ce que vous avez frôlé la folie, la démence face à cette quête de la vérité et ce besoin absolu de savoir les choses? C'est vrai que je pense beaucoup à la vérité. Et là où le personnage que je me suis créé de Alec Factcheck est totalement obsédé par la vérification des faits, il est vrai que la personne que j'incarne dans la vie quotidienne est bien différente. Est bien différente sur beaucoup d'aspects. Et contrairement à la facette de certitude qu'arbore Alec Factcheck, ma facette quotidienne, ma facette originelle, est beaucoup plus portée sur l'obscurité et sur le refus de cette vérité, le refus de croire à une grande vérité et à plonger et plutôt un désir, oui, de plonger dans l'obscurité des choses. Non pas dans l'erreur, mais plutôt dans l'incatégorisable, dans le non formel. Le mystère. Le mystère, exactement. Parce que je vous pose cette question parce que donc, vous êtes obsédé par la vérité, la question de la vérification vous importe beaucoup, mais j'ai l'impression dans votre discours que le régime actuel, l'état des choses aujourd'hui, nous plonge tous plutôt dans l'incertitude plutôt que dans la certitude, alors même qu'on est entré dans cette question de vérification absolue, c'est comme une espèce de cercle vicieux, de serpent qui se mord la queue. Bah c'est ce que vous dites là maintenant, ça me fait penser au fait que c'est plutôt bien dit ce que vous avez dit. Merci. Ça me fait penser que on vit en effet dans un régime de certitude, un système où il y a des routes tracées, des choses à faire, une façon d'avancer dans la vie, une bonne façon d'avancer, une façon certaine, et qu'on nous impose. On nous dit cette voie est la bonne, cette autre est mauvaise, en insérant des valeurs, sur des voies, sur des parcours, sur des fragments de vie, ce qui me paraît totalement ridicule. Et cette violence en fait que l'on fait en tordant
la vie en lui imposant une vérité qui n'est rien d'autre que le masque d'un bien qu'on a construit, au final, fait du mal aux gens, il me semble. Une sorte de violence sur la société, en lui imposant, quand le système lui impose sa vérité, euh, les gens se retrouvent, comme vous le dites, totalement incertains, inquiets, déboussolés, désorientés, Donc à ne pas se retrouver dans ces repères-là. pour vous, si j'essaie de bien vous comprendre, la vérité est nécessaire, mais strictement pour les faits. Et elle doit s'arrêter aux faits. Si je comprends bien, dès qu'elle dépasse les faits, elle est une forme de normativité. Bah, c'est vrai qu'il y a toujours cette question de la fusion entre vérité et le bien. Hmm. Et non pas cette fois le bien, l'idée même du bien, mais je dirais un bien humain, un bien que l'on construit, un bien culturel. On nous dit il faut penser ça, c'est vrai, mais au final c'est juste une idéologie, en fin de compte. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure de mystère. Mhm. À propos de donc, la personne que vous incarnez, outre Alec Fakshek. Pour vous, c'est quoi le mystère et pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça implique dans la vie personnelle? Bah, c'est-à-dire que quand on dit la vérité, où est-ce qu'elle se trouve cette vérité? Et par rapport à quoi? La vérité de quoi? Pour moi, un des grands aspects de cette vérité et une de mes grandes recherches, c'est la vérité de la vie, de notre existence. Donc il y a des moments qu'on vit sans aller forcément à la grande existence avec un grand E, même si on écrit rarement comme ça. Vous êtes conscient que vos propos sont susceptibles d'être vérifiés Bien sûr, actuellement, peut-être même par vous-même après ce podcast en le réécoutant. en effet. Faites attention à ce que vous dites, Alec. Je vais prendre garde. Mais ce que je disais, c'est oui, où est-ce que se trouve? Quelle est la vérité de cette vie, de ces moments? Est-ce qu'il se trouve dans les mots? Est-ce qu'il se trouve dans les gestes? Est-ce qu'il se trouve dans les silences? Est-ce qu'il se trouve dans les bruits, etc. Et c'est vrai que le mystère, c'est la tentation de le trouver de trouver cette vérité et de la situer dans, dans ce qui n'est pas dit, en fait. Parce que l'autre association, la grande amie de la vérité, c'est le discours, les mots, les catégories, les formes. Donc vous pensez qu'il y aurait une vérité dans justement ce qui n'est pas le discours? Ou vous pensez que peut-être ce qui n'est pas le discours ne doit pas être l'objet de vérification ou de certitude? Oui, c'est ça. La grande partition pour vous, donc ce serait moins les faits versus le reste c'est que ça. ce qui est de l'ordre du discours et ce qui n'est pas de l'ordre du discours? Ça, c'est une des grandes partitions, oui, pour moi, de la vérité. D'accord. Et aussi, oui, ce qui n'est pas formulable. Ce qui n'est pas formulable. C'est-à-dire que la science, la politique, les relations humaines, me semble, ont besoin de mots et ont besoin de vérité formulable pour s'accorder, pour communiquer et pour construire des réflexions qui sont essentielles pour l'humanité. Mais dans la phase individuelle, au plan individuel, il y a aussi pour moi cette relation directe entre moi et la totalité, le monde, ou peu importe comment on l'appelle, de son existence. Et cette vérité-là, elle se trouve, elle est souvent... En tout cas, moi, je la cherche dans ce qui n'est pas formulable, dans ce qui n'est pas catégorisable. Et parce que, d'après moi, c'est ici qu'elle se situe, la vraie vérité. La vérité avec un grand V, pour le coup. D'accord, donc pour vous, grand fact-checker, la véritable vérité n'est pas l'objet de checking. C'est ça. D'accord, parce que j'en entends déjà dire la science toute puissante, la vérification toute puissante, etc. En réalité, vous avez un discours beaucoup plus nuancé que celui-là. C'est-à-dire que pour moi, toute vérité formulable n'est pas
une vérité absolue, en fait. La vérité, si vérité absolue il y a, parce que je ne m'avancerai pas non plus forcément sur cette question, mais si vérité absolue il y a, elle est à chercher dans le silence, dans ce qui n'est pas dit, en tout cas, ce qu'on ne peut pas dire. Alors, j'aimerais déplacer un petit peu le débat et opposer non pas à la vérité le silence ou le mystère, mais plutôt l'ignorance, cette fois. Est-ce que pour vous, sur certains aspects, l'ignorance est plutôt quelque chose de positif? Est-ce qu'il vaut mieux parfois ne pas savoir plutôt que de savoir? Ça dépend, l'ignorance de quoi. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel au final à savoir? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Pour moi, il y a des ignorances qui sont condamnables et d'autres qui ne le sont pas. Comme quoi, par exemple? Des ignorances condamnables? Ouais. Des ignorances condamnables. La loi. Nul La n'est censé loi. ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Moins dans le détail, je dirais, que dans le fait qu'il y a une loi. Oui, d'accord. Pour moi, on ne doit pas savoir forcément le contenu de chaque chose, le contenu de tous les articles de loi, avoir énormément de savoir, etc. Mais c'est... Rester conscient des choses. Ouais, voilà, être conscient, savoir qu'il y a. Savoir qu'il y a. D'accord. Sur une question peut-être plus pragmatique, plus prosaïque, plus personnelle peut-être. Est-ce qu'il y a certaines choses dans votre vie que vous auriez, ou que vous voudriez, ou que vous préféreriez ne pas savoir, et que vous savez aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je pense que les vérités les plus désagréables qui sont venues vers moi m'ont appris plus qu'elles m'ont fait de mal. C'est-à-dire que même si elles me font, même encore maintenant, du mal, ces vérités, donc là on a un petit peu, la vérité qui réconforte contre l'illusion qui dérange. Mais... L'inverse. La vérité qui dérange. Oui, c'est ça, la vérité qui dérange. Merci pour ce fact-check. Live. Non, les vérités qui m'ont dérangé, je suis content qu'elles m'aient dérangé. Est-ce que je peux me permettre de vous demander lesquelles? Lesquelles? Ou si vous avez un exemple concret. Au risque peut-être de vous livrer quelque peu dans ce podcast, mais à votre discrétion. Non, des vérités sur... je pense que j'ai toujours été très proche de l'innocence, d'où mon optimisme sur les choses. Et c'est vrai que voilà, genre des rencontres avec la mort d'un proche ou des difficultés psychologiques que les gens ont, ou les choses dures de la vie, en tout cas, les choses dures, les choses, le goût amer, quoi, en fait. C'est un petit peu à ça que j'ai goûté, je pense, récemment. Le goût amer de la vérité? Ouais, l'amertume de... Ouais, ce petit goût amer en bouche qui nous fait avoir du mal à être encore optimiste. Mais je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est important, que c'était une étape à franchir pour moi, qui n'a pas totalement, en fin de compte, détruit ma part innocente. Je pense qu'il y a quelque chose en nous, quand même, en tout cas en moi, qui ne peut pas se laisser atteindre par tout ça et qui ne sera pas détruit, même par ce petit goût amer. Est-ce que pour les événements qui vous arriveront dans un futur proche ou lointain, est-ce que vous pourriez faire votre credo
votre maxime personnelle, l'idée selon laquelle vous désireriez savoir une vérité amère plutôt qu'être maintenu dans une douce ignorance. Oui, oui, je pense. D'accord. Oui, je pense parce que en fait, les vérités amères apportent tellement de. Je pense que c'est un peu réducteur de les appeler amères en fin de compte parce que si elle est aussi amère, c'est qu'elle est nouvelle et qu'elle apporte beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Euh, Je vous pose cette question parce que j'imagine que vous en êtes conscient. Beaucoup de personnes préfèrent être maintenues dans une douce ignorance. Je parlais récemment avec une amie, alliée de son prénom, qui m'expliquait que elle a un copain et dans un cas où il la tromperait mhm, ou elle le tromperait, les deux s'étaient entendus pour ne pas se le dire. Et ça m'a particulièrement marqué parce que, à titre personnel, je ne suis pas du tout de cet avis, ou en tout cas, c'est pas du tout ce que je désire. mhm, Si je vous comprends bien, vous seriez plutôt d'accord avec moi sur ce point-là, par exemple. mhm. Oui, je pense que je suis d'accord. Pourquoi certaines personnes ont besoin d'être maintenues dans une douce ignorance? Ou est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends totalement. Enfin, c'est vrai que c'est vrai que quand même des fois le refus de la vérité peut éviter beaucoup de complications, de choses qui ne sont pas forcément nécessaires, de drames qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est pour ça que même des fois, il m'arrive de mentir, moi, avec Fact-Check. C'est une bien belle révélation que vous nous faites. Je vous remercie de votre confiance parce que c'est quand même pas anodin. Alors je vous rassure, il ne m'arrive pas de mentir dans mon travail de fact-checker, J'imagine, j'imagine ce serait un bien gros problème pour vous. mais, mais dans la réalité, c'est souvent des petits mensonges, des très petits mensonges, C'est sur ça des choses. exactement, c'est ça la question. Y a-t-il un pieux mensonge? Y a-t-il un mensonge qui vaille la peine euh, d'être commis? Bah, c'est vrai que. Enfin, moi en tout cas, je sais pas si ça vaut la peine, mais ce qui est sûr, c'est que je le mets en pratique. C'est le mensonge simplificateur. Simplifier les choses. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, j'ai pas envie de compliquer la chose. Que ce soit, par exemple, avec mes parents. Euh, voilà, j'ai pas forcément envie d'entrer dans des discussions qui ne sont pas forcément nécessaires, qui ne vont pas aboutir sur grand chose. Et des fois, on a, c'est aussi un souci communicationnel. Parce que dans le cas de votre ami, la tromperie peut être quelque chose d'important pour cette personne, et elle est sûrement pour l'autre personne avec qui elle est en couple. Mais des fois, c'est très asymétrique. Quelque chose de pas du tout important pour moi peut en avoir beaucoup sur la personne d'en face. Euh, et des fois, c'est vrai que dans ce cas-là, moi je préfère ne pas, ne pas dire. Parce que ça pourrait faire du mal. Oui, voilà, ça pourrait faire du mal, ça pourrait blesser. D'accord. Alors que dans mon cadre, dans mon cadre d'esprit, ça n'a pas lieu d'être que ça blesse. Y a-t-il une vérité qui pourrait vous détruire? Vous avez dit tout à l'heure que même les vérités les plus amères que vous avez eu l'occasion de vivre euh, vous ont laissé quand même un certain degré d'optimisme, vous Mhm. avez réussi à les dépasser. Est-ce qu'il y a une vérité qui pourrait vous détruire? Une vérité qui pourrait me détruire. Hmm, Sur vos amis, votre famille, votre copine, votre entourage. hmm. Non, je ne pense pas, non. Je pense pas. Euh, C'est toute la question de l'épreuve de la vérité. Est-ce que la vérité peut parfois être une épreuve insurmontable? mais il me semble que dans ce registre-là, on est très proche des mots. On est vraiment proche de la vérité comme phrase, comme mot.
Et c'est vrai qu'il y a des phrases, des mots qui suivent, qui marquent, que ça soit des personnels ou non. Donc ça peut être quelque chose qui nous dit, quelqu'un d'important qui nous dit quelque chose de fort sur nous-mêmes. Qui, par exemple, moi, on m'a dit, je pense que tu n'as plus la foi. Tu n'as plus la foi en la vérité, justement, la vérité objective que tu avais avant. Tu es trop dans la vérité diffuse, subjective, tu acceptes tout. Et c'est vrai que cette phrase m'a marqué. Cette phrase continue à me suivre. Elle m'a pas détruite, mais elle continue à me suivre. Et c'est vrai qu'il y a des vérités mots qui, justement, puisqu'elles sont mots, puisqu'elles sont phrases, se baignent dans notre liquide euh, de pensée et nous reviennent sans cesse en tête, parce qu'elles ont été formulées ainsi et qu'on peut se demander pourquoi elles ont été formulées ainsi et qu'on peut revenir sur la formulation et que la phrase revient et qu'on entend un mot qui nous y fait penser et ça revient. Mais ça peut être aussi une vérité existentielle sur voilà, une vérité qui détruit. Moi, ça me fait penser à la vérité, l'absurdité du monde, par exemple, l'absurdité de toutes nos actions. Imaginons, je me dis que ça c'est vrai, que rien n'a de sens, on va tous mourir et que dans ce laps de temps, rien n'a d'importance et que j'élève ça au rang de la vérité. Il est vrai que si la phrase me trotte dans la tête, elle peut chaque jour m'empêcher de faire certaines choses, chaque jour me détruire, chaque jour. Et c'est en ça que je pense que on retrouve un petit peu ce que je disais dans le fait que je pense pas qu'il y ait de vérité dans les mots. Enfin, la vérité absolue, en tout cas, n'est pas trouvée dans les mots. Euh, et des fois, la vérité, en termes de discours formulé, peut être très violente. Alors je vous propose de vous livrer un petit exercice si vous êtes d'accord. Et je vais vous proposer plusieurs vérités factices qui ne sont pas évidemment réelles. Et j'aimerais que vous me disiez, ou que vous tentiez d'évaluer dans quelle mesure elles pourraient vous détruire. D'accord. Si vous êtes d'accord. D'accord. Allez, fact-check, vous êtes fils unique. Vos parents vous annoncent que l'un des deux, votre mère ou votre père, a en fait eu un époux ou une épouse avant votre naissance et que vous avez un frère ou une sœur dont vous ignoriez totalement l'existence. Destructeur ou pas? Destructeur. Pour vous. En quelques mots. En quelques mots, est-ce que ce En serait quelques mots ouais. Non, bah, je pense que ça c'est plus épreuve, quoi. Épreuve à passer, une épreuve à passer, plus que destructeur. Destructeur pour un moment, quoi. Destructeur pour 2 mois, 2-3 mois. Temps de s'en remettre, quoi. Je pense pas que ça atteint non plus genre le cœur de mon être. D'accord. Autre question. Avec fact-check, vous êtes juif. Vos parents vous annoncent que votre judéité est pure fiction et qu'en réalité vous ne l'êtes absolument pas. Destructeur ou pas? Non, mais je pense qu'on est un petit peu dans le même registre d'épreuves. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on appelle destructeur? Destructeur, c'est vrai que ce genre de vérité me suivra toute ma vie. C'est quelque chose qui ne me quittera jamais. Je pourrais jamais m'en remettre, en quelque sorte. Et en même temps, je me remettrai, mais... Destructeur, bien sûr que vous ne pourrez jamais vous en remettre totalement, puisque ça vous restera toujours en tête, mais destructeur au point de vous empêcher totalement de vivre et de vous pousser au suicide, qui serait peut-être la pire des alternatives. Bah pour le moment, en tout cas, dans votre série de questions, j'ai du mal à imaginer une vérité qui puisse me pousser au suicide. Autre question. Votre copine vous quitte et vous annonce qu'elle va sortir avec votre meilleur ami. Destructeur ou pas? Destructeur du côté... Parce que là, destructeur juste au niveau de la haine, quoi. Ça va juste éveiller beaucoup de haine en moi. Mais vous vous en remettrez. Oui, je pense que je m'en remettrai, mais c'est juste une question de... Ça va me changer, on va dire. D'accord. Ça peut me changer.
Dernière question. Mm. Un matin, vous vous réveillez, vous êtes vêtu de blanc, allongé sur un lit d'hôpital, Mhm. et on vous révèle que vous avez 22 ans, c'est ça, hein, Mm. que les 22 premières années de votre vie, en fait toute votre vie, n'était qu'une illusion, que vous n'étiez qu'un cobaye pour le dernier modèle de casque de réalité virtuelle, et qu'en réalité, bienvenue dans le nouveau monde. Mm. Tout cela n'était que fausseté, erreur. Mm. Ça, j'ai un peu trop de mal à. Je peux pas imaginer en fait. C'est pas que c'est au-delà de mes capacités. C'est que, pour le coup, pour rester dans le thème, je suis certain que c'est impossible en fait. Je suis absolument certain. Hmm. Et même si c'est possible, c'est pas la question quoi. C'est pas. Ça dépasse l'entendement, vous pouvez même pas réussir à envisager. Non, mais c'est dans le sens c'est totalement inutile d'envisager ce cas en fait. D'accord, Sur le... d'accord. Alors, on comprend bien donc votre discours nuancé sur la question de la vérité. Je trouvais cette question de la morale de la vérité assez intéressante. Essayons de la déplacer quelque peu et revenons un petit peu sur la question de l'information, mais d'une manière différente. Mhm. Est-ce que c'est important pour vous de connaître certaines vérités et certaines informations qui se trouvent dans des cadres spatio-temporels qui n'ont rien à... Enfin, temporels bien sûr, mais spatiaux qui n'ont rien à voir avec le vôtre. Je prends un exemple bête, par exemple de savoir exactement ce qui se passe en ce moment dans tel pays d'Asie, d'Afrique, Mhm. d'Amérique latine, qu'un putsch est en train de s'organiser, tout cela est factice bien sûr, au Guatemala, le pays dont vous revenez pour votre quête, ou même tout simplement dans le sud de la France. euh, Est-ce que c'est important pour vous de connaître ces vérités? Est-ce que c'est important, en d'autres termes, d'avoir des informations sur ce qui se passe dans le reste du monde, Hmm. plutôt que dans votre cercle, disons, étroit? Oui. Hmm. Je dirais oui si j'étais militant quoi. Si je m'étais décidé à mener une vie responsable et si je m'étais décidé à agir en vue, en vue d'un idéal de paix et de justice. Mais vous ne l'êtes pas. Mais je ne le suis pas, non, je ne le suis pas. Est-ce que vous vous tenez informé, j'imagine, en tant que fact-checker, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Oui, je me tiens plutôt informé. Hmm. Est-ce que ça change quoi que ce soit à votre quotidien? Hmm. Non, je pense pas, Non? non. Non. Et pourquoi faites-vous cela? Alors Hmm. pourquoi est-ce que vous vous tenez informé? C'est comme si j'avais l'impression que c'était un devoir, mais je pourrais pas spécialement militer pour le fait que c'est un devoir ou que ça n'est pas. C'est quelque chose qui est en moi. J'ai l'impression que c'est un devoir. Peut-être que c'est la société qui me le fait sentir. Mais en tout cas, il y a ce sentiment de devoir de s'informer. Que c'est une bonne chose de s'informer. Et c'est aussi que les informations viennent à moi sans que je fasse un travail d'information. Ouais. Qui ça serait sûrement beaucoup plus intéressant. Euh, mais que je ne fais pas. Est-ce que vous pensez qu'on vivrait mieux dans un monde où on ne sait pas ce qui se passe dans le reste du monde? Disons, revenir au temps où les informations s'échangeaient par courrier, par échange épistolaire éventuellement, et qui mettait plusieurs semaines à arriver, qu'on apprenait 3 semaines plus tard qu'une révolution avait éclaté en 1789 en France, Mm. Bah, je pense plutôt que dans enfin, ce régime d'instantanéité actuel. ça serait mieux. Et c'est pas. En fait, ça n'a pas disparu en soi. C'est pas vraiment disparu, c'est juste une question de dans quel monde on a envie de vivre. Et le fait est que nous, en tout cas moi, je suis né dans une société connectée, dans une société urbaine, dans une société où les informations s'échangent, genre circulent partout, que la communication
est très rapide, etc. Et là vient le temps où je peux peut-être avoir la décision, enfin en tout cas la force de changer de société si j'en ai envie. Non pas changer la société, mais en tout cas si je veux, je peux refuser totalement, je peux me refuser à vivre de cette manière-là. Euh, La question que je pose, c'est hmm, est-ce que ça nous rend malheureux? hmm. Parce que ça nous rend... hmm. Est-ce que ça nous rend malheureux? Alors, c'est une question un petit peu difficile parce que on connaît le prisme d'internet, de l'information, des images numériques qui nous rend les choses de manière un petit peu désincarnée, Mhm. si bien que voir par exemple tous ces migrants traverser l'Europe, bien sûr que ça nous touche et en même temps ça nous touche évidemment pas aussi fort que si on les avait à côté de nous, avec cette espèce d'ambiguïté où à la fois pour certains, ça nous fait un petit peu ni chaud ni froid et en même temps on se sent une responsabilité, peut-être une culpabilité. Donc un côté un petit peu ambivalent où on se sent pas extrêmement bien, extrêmement confortable et en même temps ça change pas particulièrement notre quotidien ni notre confort et on va pas particulièrement faire quoi que ce soit pour les aider. Est-ce que on serait plus heureux tout simplement si on avait aucune information sur le monde qui nous entoure? Est-ce que ça nous permettrait peut-être de nous concentrer sur les choses qui ont vraiment de la valeur pour nous, nos proches, notre famille, nos amis? Mhm. Euh, je pense qu'on peut plus... on peut, on peut pas vivre comme ça. Enfin, qu'on pourrait vivre comme ça si on habitait à la campagne. Euh, mais qu'on pourrait pas... On peut pas vivre comme ça, enfin tout simplement, on peut pas vivre comme ça dans une ville. De toute façon, les informations viennent vers nous, qu'on le veuille ou non. Donc la vérité serait une sorte de fardeau à ce moment-là, Euh, qu'on doit supporter. On peut pas faire autrement, mais elle s'impose à nous. oui. euh, Je comprends votre embarras, je comprends. En tant que fact-checker, en tant que fact-checker, c'est une question qui est difficile pour vous et je vais vous la poser autrement. Est-ce que vous pourriez tout quitter, quitter votre métier de fact-checker, quitter cette société et aller vous isoler dans un désert, pour reprendre l'expression d'Alceste dans le Misanthrope, Mhm. pour ne plus rien entendre du monde, du bourdonnement incessant des informations? Mhm. Euh, Ou est-ce que au bout d'un moment vous ressentiriez cet appel de la vérité qui vous ramènerait au monde des vivants et au monde de l'information? Donc là, on entend la vérité comme la vérité de l'information. L'information, savoir ce qui se passe. Ouais, bah oui, bien sûr, je pourrais. Vu que c'est pas, enfin, selon moi, c'est pas ça la vérité en soi. La vérité, elle est quand on a une personne en face de nous qui a vécu une histoire, qui nous la raconte et qu'on voit exactement ce qui se passe. On peut pas. Qu'est-ce qu'on appelle vérité dans ce fait-là? Oui, le fait est vrai, etc. Mais notre rapport à ce fait-là ne nous rapproche pas de la vérité du, du fait Peut-être réalisé, que au incarné. moins ça nous rapproche peut-être plus que si on vivait dans une hutte isolée dans la forêt et qu'on ignorait totalement Hmm. ce qui se passe. Oui, si on est prêt à agir, si on est prêt à faire quelque chose par rapport à cette information, de la traiter, quoi, d'essayer de la comprendre, d'essayer de l'analyser, de l'interpréter et d'y réagir. Donc pour vous, disons la hutte dans la forêt est un idéal ou un cauchemar peut-être pour... Hmm. Ni un idéal, ni un cauchemar. Juste un Une autre autre mode manière de vie. d'envisager les Une autre choses? manière de vie. Vous ressentiriez pas peut-être le poids de la solitude? La C'est-à-dire que question pour c'est, moi, est-ce que la vérité ou l'information nous rend peut-être moins seuls ou au contraire elle nous isole plus? Hmm. En fait, toute cette question de l'information, je pense que
oui, on peut la traiter comme un grand cauchemar, comme un idéal, mais moi personnellement, elle m'affecte ni dans dans un angle ou dans un autre. Elle me change pas tant que ça, elle me rend pas super triste, elle me rend pas super heureux. Euh, Elle me donne pas spécialement envie d'agir, comme elle me donne pas envie de me suicider. Euh, c'est plus quelque chose qui se rapporte à du vide, quoi. C'est un peu ça au final, c'est ce flot d'informations. C'est quelque chose qui passe et ça change absolument rien. C'est juste quelque chose qui passe. Donc, à la façon dont on se rapporte euh, normalement dans nos sociétés à cette information et qui n'est pas forcément la bonne façon de se rapporter à cette information. Donc oui, je pense qu'il y a un idéal d'information, une bonne façon de s'informer, même parfois un devoir de s'informer. Mais en tout cas, ce flot d'informations incessant, euh, moi personnellement, ne m'affecte pas négativement, ne me fait pas spécialement de mal, et me donne très rarement envie de rechercher cet idéal. Et c'est peut-être là ce qui fait votre talent en tant que fact-checker, c'est cette neutralité face à la vérité qui ne vous affecte pas spécifiquement, ne vous donne pas envie de vous suicider ou d'avoir un espoir peut-être infondé envers un futur meilleur. Justement, c'est là ce qui est remarquable avec vous, avec FactCheck, c'est votre capacité peut-être à avoir un rapport extrêmement amoureux, concerné, voire anxieux à la vérité sur certains aspects, et parfois une certaine distance, une certaine froideur et lucidité face aux faits qui avancent fermement, droit devant vous, simplement prêts à être vérifiés en croisant les sources avec toute la méthodologie dont vous nous avez fait part au début de ce podcast. Merci Alec FactCheck. Merci à vous. Pour votre présence Merci ici. C'était un privilège pour cette émission, pour ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Mardi Madi. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois. Elles sont de retour, les grandes, les belles, les somptueuses Bulle et Juliette, pour la deuxième partie de notre thématique sur le féminisme et sur le genre. Je vous le révèle tout de suite. On va parler de masculinité. On va parler de féminisme aussi, évidemment, peut-être à partir de la question de la masculinité. J'aimerais avoir un nouvel invité, un guest, et je vais sûrement laisser la parole à Juliette et Bulle qui vont peut-être intervenir, être plus intervenantes dans ce podcast, poser plus de questions pour me permettre d'avoir plus de liberté dans la manière de réagir, de parler, de raconter. Je vais encore une fois essayer de faire venir cet invité. Cela ne tient pas qu'à moi. J'espère que vous aurez l'honneur, le privilège de l'entendre. Le grand, le beau, le fort Victor Font. Et oui, celui qui nous livrait jusqu'alors, jusqu'à un temps récent, les thématiques de ce podcast. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse, chers auditeurs, chères auditrices, toutes les mardites et tous les mardis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mardi Madi. On vous fait des bisous. Ciao, 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 ciao.